Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller, où ce soir j'ai l'immense plaisir de recevoir Harold Cobert. Bonsoir Harold. Ça, Nathalie. Alors ce soir on te reçoit et je te reçois plus particulièrement pour ce beau livre Le Rouge et le Blanc qui est paru le 7 mars dernier aux éditions Les Escales. Avant qu'on rentre dans notre discussion, je vais rappeler à ceux qui nous regardent qu'ils peuvent te poser des questions par écrit et Frédéric viendra te les poser en fin d'émission. Alors je le remonte, le voilà. Il fait 520 pages, 650 grammes, un beau bébé, une belle couverture. Ça fait plaisir de te retrouver en librairie et avec ce roman qui est pour moi, allez, on va dire ton meilleur presque, parce qu'il y avait Jim qui était pas mal aussi. Donc voilà, moi j'ai envie je voudrais que tu nous pitches ce livre en 1 minute d'abord. En Et une après, minute. ouais, en 1 minute, Ok. il faut que ce soit très court. Je vais essayer. Deux frères russes nés au tout début du XXe siècle, qui sont tous les deux amoureux de leur sœur de lait, c'est-à-dire la fille de leur nourrice. L'un est un réformateur plutôt libéral, il est attiré par ce genre d'idées-là. L'autre est très attiré en revanche par toute la pensée anarchiste, communiste, bolchevique. Et ils vont être séparés par par la grande révolution russe. Et on va traverser tout le siècle, où chacun des deux frères incarne d'une certaine manière les deux idéologies concurrentes. Et leur affrontement va nous permettre de traverser tout le XXe siècle, de la veille de la Première Guerre mondiale jusqu'à la chute du mur de Berlin, le moment où on croit que les idéologies sont mortes. Alors, la première question que moi j'ai envie de te poser, c'est comment est venue l'idée d'écrire une histoire, une destinée, une fresque historique, un monument pareil sur la Russie, surtout sur le destin de deux frères qui vont se séparer. D'où ça vient? Oh, ça doit venir de loin. Alors, je sais que j'ai eu l'idée en 2008 et j'ai eu l'idée simultanément avec la suite de Belle Amie que j'ai fait précédemment. C'était pas le même jour, mais c'était la même année, c'était en 2008. Après, ça a été un long cheminement. J'étais beaucoup trop jeune pour pouvoir faire ce livre-là. J'avais pas suffisamment vécu de choses dans ma propre vie et j'avais pas écrit suffisamment de livres puisque je n'en avais écrit que deux. Et je pense qu'il faut avoir un peu écrit pour se lancer dans ce genre de projet qui est un peu titanesque. Mais alors en vrai, je crois que l'idée vient de Star Wars. Ça va peut-être surprendre tout le monde, mais l'idée du triangle amoureux, en tous les cas, c'est le Star Wars de ma génération, c'est-à-dire les trois épisodes qui sont les trois, enfin qui sont pas les trois premiers, mais qui pour moi sont les trois premiers. C'est ce triangle amoureux, Princesse Leia, Han Solo et Luke Skywalker. Voilà. Et ça marche très bien toujours. René Girard en parle très bien dans un excellent livre consacré à Shakespeare qui s'appelle Shakespeare ou les feux de l'envie, où il parle du désir mimétique. Et c'est un principe qui est d'ailleurs vérifiable dans toutes les relations humaines. Et je suis parti de là, de ces trois personnages, et je me suis dit, chacun va incarner quelque chose. Et ce qui m'intéressait surtout avec eux, c'était de retraverser ce XXe siècle, qui est quand même l'un des siècles les plus mouvementés que l'on ait connu. Il y a deux immenses guerres mondiales, un holocauste, une invention de systèmes concentrationnaires comme on n'en avait jamais fait auparavant. Mais je voulais que ce soit vu à hauteur d'homme et Mm. et par les invisibles qui participent à cette histoire, qui la font en vrai dans les coulisses et qui non seulement la créent, la génèrent, mais sont broyés par elle. Ce sont tous ces destins broyés par la grande histoire, les toutes petites histoires qui sont pris dans ce tumulte gigantesque qui, veut- qui me donnait envie. Alors après, pourquoi la Russie? Je Mm. suis un grand amateur de littérature russe et de culture russe. J'ai été très peiné d'ailleurs lorsque la guerre en Ukraine a commencé. Au commencement de l'écriture à proprement parler. Et il y a eu, ça n'a pas duré longtemps, heureusement, mais toute une vague de gens qui disaient que quasiment il fallait plus lire Dostoïevski, il fallait plus écouter Tchaïkovski, qu'il fallait faire une table rase sur toute cette culture qui est une culture magnifique. Ils ont produit un nombre d'artistes, notamment d'écrivains, enfin, qui sont des génies. Et moi, j'ai une affection pour Dostoïevski qui est très forte. Pendant 15 ans, ça fait 10 ans maintenant que je ne le fais plus, mais je relisais tous les ans à Pâques les frères Karamazov, qui est pour moi l'un des plus grands livres jamais écrits au monde. Et d'ailleurs, si mes deux frères s'appellent l'un Alexei, l'autre Ivan, c'est en référence à Alexei Karamazov et à Ivan Karamazov. Et Natalia, elle, fait plutôt référence
à ce personnage de femme dangereux qu'on trouve dans L'Idiot, qui s'appelle Nastasia Filipovna. Et donc, ils sont nourris de toutes mes lectures russes. Ça fait peur d'écrire un livre sur la Russie ou ça galvanise? Oh non, je pense que ça galvanise. Ça fait peur juste quand on commence. Parce que à partir du moment où on a vendu le projet et que l'éditeur il est OK pour qu'on fasse ce livre-là, il y a un moment, on se dit, bah, il va vraiment falloir le faire. Et là, en revanche, c'est assez vertigineux. On se dit, puis c'est haut quand même, ça va être compliqué d'aller jusqu'en haut. Et, mais après, c'est un peu comme quand on nage. Quand on se jette dans l'eau froide, les premières brasses sont très très difficiles. Puis après, le corps se met en mouvement, les muscles se chauffent. Il y a une vitesse euh, de croisière qui se met en route. C'est pareil en surf. Les premiers coups de rame font mal et puis après, ça va. Alors moi, je voudrais quand même te dire merci parce qu'on avait besoin de ce genre de livre. Là, on a l'impression de, c'est pas une saga familiale parce qu'on peut pas parler de saga, mais on avait besoin d'un livre qui nous embarque. Comme ça, on a l'impression un peu que Tolstoï et justement Dostoïevski t'ont un peu soufflé derrière l'épaule et donné de l'influence parce que moi, j'ai retrouvé la littérature russe à travers ce roman. Alors, je voudrais que les gens n'aient pas peur. Il fait peur hein, parce qu'il est gros, mais on rentre dedans, mais on tourne les pages, ça y va quoi. Bah, écoute, tant mieux, d'autant que comme c'est quelque chose que j'ai réfléchi avant. Je me suis dit, je vais embarquer ceux qui vont avoir la gentillesse de me lire dans un long voyage. Je vais leur voler un certain nombre d'heures de leur propre vie. J'aimerais, même si c'est un livre qui passe par des épisodes difficiles, parce que cette histoire du XXe siècle n'est pas très calme, elle est même cruelle. Et donc, j'ai fait des chapitres assez courts, Ouais, ça c'est bien. ouais, entre 3 et 5 pages à chaque fois. Et on a un chapitre qui est consacré à Alexei, un chapitre à Ivan et un chapitre à Natalia. Bien sûr, il y a des chapitres où ils sont ensemble sinon. Mais je me suis dit, ce que j'ai appris en essayant de proposer une suite au bel ami de Maupassant, c'était de rentrer vraiment dans comment est-ce qu'on structure ce qu'on appelait au 19e siècle un roman feuilleton, qui en fait est Dumas, Maupassant, Balzac, Zola sont les précurseurs. C'est eux qui ont inventé Netflix en fait. Oui, c'est C'est vrai. eux qui inventent, puisque chaque chapitre était publié dans le journal une fois par semaine, et il fallait que donner envie aux lecteurs de revenir lire ensuite. Donc, je me suis dit, je vais faire en sorte quand même que quand je vais abandonner Alexei, à la fin d'un chapitre qui lui est consacré, il soit dans une situation impossible. Mais on ne saura ce qu'il advient de lui que 2 chapitres plus tard. Je fais pareil avec Ivan, ce qui fait que ça décale encore de 2 chapitres, et avec Natalia de 2 chapitres. Et après, chaque chapitre fonctionne comme ça. Et c'était forcément parce qu'il y a un balayage historique qui est, on sent que c'est énorme. Est-ce qu'il fallait que ce soit aussi long, cette période? Parce que ça va à peu près de 1904, allez, 10 jusqu'à 1990. Est-ce que ça aurait pas pu être, pourquoi une étendue si large dans le siècle? Parce que l'expérience communiste va de 1917 à 1989. Et Oui, si tu je voulais vraiment coller à l'histoire, en fait. Ouais, et si je voulais balayer ce moment-là intégralement, je n'avais pas d'autre choix. Après, il y a une période que je traite moins parce que mes personnages vieillissent et ils peuvent moins faire moins de choses, donc ça rentre dans l'épilogue. Il y a quand même 20 ans qui sont traités en épilogue. Mais ouais, il fallait que je balaye tout le siècle. Alors, il y a trois personnages principaux. Il y a Mhm. des petits personnages qu'on connaît bien quand même. Il y a Lénine, il y a Staline, il y a Hitler, il y a des gens comme ça. Il y a Churchill. Ça, c'est super parce qu'on ne va pas tout dévoiler, mais tu les fais parler. Donc ça, c'est super intéressant. Moi, je voudrais savoir ce que ça représente pour toi, l'âme russe. C'est quoi l'âme russe? L'âme russe, moi, dans ce que j'en comprends, c'est que c'est une âme qui ne fonctionne qu'avec 2 pôles, un plus, un moins. Il n'y a pas de sentiment médiocre au sens grec du terme. C'est-à-dire, il n'y a pas de sentiment moyen. Il n'y a pas de gris. Il n'y a rien. C'est soit ils sont exaltés ou ils sont totalement déprimés. Soit ils t'aiment, soit ils te détestent. Mais il y a pas de tiédeur chez eux. Quand on lit Dostoïevski, c'est tout le temps ça. Et surtout, ce qui moi, me frappe chez eux, c'est qu'ils peuvent passer de l'amour à la haine en un claquement de doigts. En un claquement de doigts, en une fraction de seconde, ils changent radicalement. Il n'y a pas de transition, il y a rien. Et ils sont uniques pour ça. Ils sont extrêmes. Hmm. Alors, C'est tu une âme dis extrême qui vit tout avec une intensité maximum.
Alors, il y a deux frères, hein, comme on l'a dit, Alexei et Ivan. Moi, je connais ton parcours, je connais ce que tu as écrit. Si on remonte 17 ans en arrière, tu as écrit ton premier roman, donc Le remaniement de Patrick Oui. Treboc. Moi, je trouve qu'il y a un pont entre Ivan et Patrick Treboc, parce que Patrick Treboc, il devient un monstre quelque part, et Ivan aussi, alors sans rien dire, il va changer, parce qu'au tout début du livre, on a deux frères, tout va bien, tout se passe bien, mais après, il se transforme un peu. C'était voulu, ou c'est le hasard, ça? Non, ça doit être mon inconscient qui travaille d'une manière obsessionnelle, je pense. Heu, je pense que c'est plutôt ça. Mais en même temps, c'est assez intéressant, ce que tu dis parce que, heu, j'ai l'impression que ce livre-là ferme un cycle de tout ce que j'ai écrit avant et en ouvre un autre, maintenant. Je vais écrire des choses, qui n'auront plus grand-chose à voir avec, ce que j'ai fait là, à part peut-être certaines thématiques, parce qu'on a tous un peu nos nos marottes ou nos névroses ou nos obsessions, mais donc c'est un peu une manière de clore, la boucle, mais en ayant avancé, tu vois, plus loin. C'est un peu comme une roue. Au moins, elle fait un tour complet, mais quand elle a fini sa révolution, elle a quand même avancé du diamètre de la roue. Alors, il est riche ce roman parce que c'est à la fois donc une grande épopée, hein, puisque c'est le destin de deux frères. Il y a une histoire d'amour, hein, on va pas. Il y a une fille hein, entre les deux frères, donc forcément on imagine. Un roman historique, mais aussi un roman d'espionnage. Tu t'es amusé, non, à écrire ce roman parce qu'on sent que dans la partie espionnage, quand même, mais dans toute la construction du livre, on sent que tu prends beaucoup de plaisir à nous aussi nous mener un petit peu en bateau. Tu joues avec nous quelque part. C'était un vrai kiff ce livre ou pas? Ah, écoute, pour moi, c'est le plus grand voyage d'écriture que j'ai jamais fait, jamais. J'ai été, embarqué, par tout ce tumulte historique et cetera. Par l'idée effectivement de poser tout un tas de pièges, de ne jamais donner au lecteur ce qu'il voudrait au moment où il le voudrait. Mais pour être tout à fait honnête, la partie espionnage m'a donné, en tout cas dans la structuration, une difficulté. Et oui. Je me rappelle d'un jour où j'étais en train d'essayer parce que autrefois, enfin, généralement, je fais des plans assez détaillés mais il y a toujours un moment où mes personnages vont décider que pour aller de ce point-là à ce point-là, ils vont pas y aller comme ça, mais ils vont faire cet autre chemin qui est plus et ce qui prouve que le livre commence à vivre d'une manière organique. C'est-à-dire c'est pas un truc, un peu trop même si eux arrivent au même endroit. Mais je me rappelle donc d'un jour où j'étais totalement bloqué entre la partie 4 et la partie 5, parce que la partie 5 qui concerne toute la Deuxième Guerre mondiale est un grand moment d'espionnage précisément. Et là, je m'en sortais pas. Et je me rappelle, j'étais parti, à l'époque, j'habitais encore le 20e arrondissement j'allais me promener au Père-Lachaise quand j'avais besoin, parce que d'abord, je trouve que c'est très beau. J'ai une grande affection pour ce cimetière-là. Il y a tous mes potes sont là, Jim, Oscar Wilde, Balzac, Proust, enfin tous. Et, j'ai croisé Elsa Flaiel, qui était ma voisine à cette époque-là, et qui est une très, très, très grande amie. Et elle est venue me voir, elle m'a tapé sur l'épaule, je dis non, non, je ne peux pas te parler. Je ne peux pas te parler, je dis je peux pas. Je peux pas. Et j'étais pris dans une espèce de jeu comme ça. Et ça a foutu une ambiance délétère dans la maison pendant une semaine parce que je ne trouvais pas. Et puis après, après j'ai trouvé et j'étais très content de ce que j'avais trouvé parce qu'enfin, content, non pas parce que c'était bon, mais au moins parce que ça me permettait de pouvoir avancer. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à travers les yeux donc de ces deux frères, ça aussi, ça nous dessine un contour de l'évolution sociale, de l'évolution politique et de l'évolution culturelle de la Russie. Comment on capture justement l'essence d'une époque et d'un pays? Comment tu as fait? Hop, bah, j'ai beaucoup lu. Ça peut sembler bête, hein, mais j'ai surtout beaucoup, beaucoup lu. Franchement, le livre en soi, il a pris, bon, il a pris donc on va dire de 2008 et je l'ai écrit en 2022. Oui, je pense que c'est ça. 2022, ouais. Donc ça a pris 14 ans de maturation. Il y a eu 1 an de lecture au préalable, mais 1 an de lecture, de prise de notes, notamment un livre qui était incontournable et que je n'avais jamais lu et je remercie ce livre-là, ne serait-ce que d'avoir lu ce livre-là, parce que je pense que ça te transforme de lire un livre comme celui-là, qui est «L'archipel du Goulag» de Alexandre Solzhenitsyn, parce que comme, Primo Levi, si c'était enfin, ce sont des livres qu'il faut avoir lus, en vrai, je pense, pour être, un homme un peu moins incomplet.
Donc j'ai beaucoup lu, et puis après, il faut se mettre vraiment dans la peau de ces personnages-là et ressentir ce que eux ressentent. Et il faut plus avoir de peau à ce moment-là, je pense. Je ne sais pas si c'est clair comme Si, réponse, si, mais mais c'est ce que j'allais te dire, c'est pas le fait de lire, parce qu'en fait, il y a le talent de l'écriture, parce que tu peux avoir lu toute la documentation que tu veux, oui. et derrière ne rien retranscrire. Là, il y a quand même une atmosphère qui est bien retranscrite, et tous les personnages, on sent. D'ailleurs, j'ai envie de te dire, Natalia, elle a quoi de toi? Parce que c'est ça qui importe. Moi, j'aimerais bien savoir. Les garçons, c'est plus facile. Mais Ah, Natalia, elle a quoi de toi? Nathalie, qu'est-ce qu'elle a de moi? Bizarrement, je pense que c'est le personnage qui a le moins de moi, mais qui a quelque chose de quelqu'un que je connais bien. C'est pour ça que Elle, je te pose la question. elle- elle a quelque chose qui ressemble à la femme avec laquelle je vis, en fait, qui est imprévisible et, euh, et qui n'est pas dans des sentiments tièdes. Après, qu'est-ce qu'elle aurait de moi, Natalia? Ce qu'elle pourrait avoir de moi, c'est... Ah si, il y a une chose où je me retrouve en elle, c'est que elle ne lâche jamais quand elle a une idée en tête. Et d'ailleurs, quand on veut écrire un livre, quand on commence un livre, il faut être assez fou pour commencer, et il faut une sorte de caractère kamikaze pour aller jusqu'au bout du livre. Il faut vraiment... Et elle ne lâche jamais tant qu'elle n'a pas épuisé l'idée et tant qu'on ne lui a pas dit non. Ce qui me ressemble un peu. Tu as rencontré des difficultés à l'écriture de ce livre? Tout le temps. Tout le temps. Alors, à la fois oui, et enfin, j'ai eu plus de plaisir que de difficultés. La structuration a été très, très difficile. Le plan, trouver vraiment de... J'avais une sorte de pointillé galactique, mais j'avais pas une photo très nette. Et au bout d'un moment, précisément, c'est pour ça que j'ai fait un plan moins détaillé que d'habitude, parce que je me suis vu l'ampleur de la période. Je pense que le fait d'écrire va modifier aussi ce qui va venir après. Il y a des choses que j'aurais prévues plus tôt qui vont se passer, enfin plus tard, qui vont se passer plus tôt, etc. Je me suis dit donc il faut avancer partie par partie et adapter en fonction de des chemins de traverse que les personnages vont décider enfin, d'emprunter. Et c'est très étrange d'ailleurs parce que moi, ces personnages, c'est vraiment la première fois, je les aime tous. Ils me suivent tous les jours, j'ai presque envie de leur parler. Et je suis convaincu que si, certes, Alexei n'a pas existé tel que je l'ai décrit moi, que Ivan n'a pas existé tel que je l'ai décrit moi, il y en a eu plein qui ont été exactement comme eux et qui ont eu des destinées similaires dans ce siècle extraordinairement tourmenté qu'a été notre 20e siècle. Alors évidemment, il y a les grandes thématiques comme la loyauté, il y a la traîtrise, parce que ça c'est important aussi, la traîtrise. Alors effectivement, quand on pense Russie, c'est pas des mots, on se dit bah, évidemment, il y a des passages aussi qui sont très violents, mais qui sont pas trash pour être pour trash, parce que bah, évidemment, c'est pas Martine en Russie hein, que tu nous as écrit, hein, c'est vraiment un truc voilà, Non. costaud. Mais je trouve que ça s'intègre très bien. C'était compliqué de faire ces scènes de violence, parce qu'il y a des scènes de violence, et donc une dont on ne peut pas divulguer, mais qui est terrible pour un des personnages. C'était compliqué. Non. Non, bizarrement, la violence, elle est très proche de nous. Je pense que le fait d'avoir écrit le roman sur l'affaire Fourniret m'a préparé à ça. Ça m'a vraiment préparé à ça. D'ailleurs, lorsque j'étais au moment où j'allais commencer l'écriture de La Mésange et l'Ogresse, j'en avais parlé avec Amanda Sters, puisque dans ce roman-là, alternativement, je suis dans la tête de Monique Fourniret et après dans la tête du flic qui mène cette enquête, le moment où Fourniret est emprisonné pendant un an et on ne sait pas s'il va sortir ou non. Et j'avais peur d'écrire jeu pour Monique Fourniret, et Amanda Sters m'avait dit, tu vas voir, en vrai, au final, ce sera le personnage le plus facile à faire. Elle me dit, parce qu'en vrai, chez nous, l'être humain, il n'y a pas besoin de gratter beaucoup. Et effectivement, il y a des chapitres concernant Monique Fourniret que j'ai écrits en un quart d'heure, là où des chapitres sur le flic m'ont pris 4 5 heures. Et quand on fait sauter certains verrous, on se rend compte qu'on peut très vite devenir un monstre. On a tout ça en nous. Non, mais c'est vrai. Ah oui, oui, oui. On a une monstruosité que l'on ne soupçonne pas. Oui. Donc Et oui, ça, donc ça a été très facile pour toi de faire ces scènes, mais qui bah, apportent quelque part, qui apportent, parce que bon, la Russie, alors tu nous parles des îles, comment ça s'appelle là, Solovski. Solovski, ouais. Ça, alors, moi, je savais pas, je pensais ça plus grand. En fait, c'est un archipel, mais en fait, c'est 347 mètres carrés. Ouais, c'est pas C'est très grand. petit, en fait. Donc, Ouais,
Ouais, parce que précisément, l'une de mes idées premières lorsque j'ai voulu écrire ce roman-là, c'était, je me suis dit, on a très peu traité d'un point de vue romanesque, euh, en France en tous les cas, nous, auteurs français, l'horreur soviétique. Et qui dit horreur soviétique dit goulag. Mais bon, Solzhenitsyn a fait une œuvre qui est inégalable. D'abord, il est passé par là, il a recueilli des milliers de témoignages. Il y a pas mieux pour comprendre ce que c'est. Mais si le livre de Solzhenitsyn s'appelle L'archipel du Goulag, c'est parce que l'origine du Goulag est dans les archipels des îles Solovki. Je me suis dit, c'est plus intéressant de voir la genèse du système concentrationnaire soviétique. Comment c'est né? Comment est-ce que ça a été pensé? Et Solzhenitsyn dit très bien que cet archipel a métastasé ensuite en plein de camps, en Sibérie, la Kolyma et autres. Et donc, je me suis dit, ça va être très intéressant de voir comment ils ont pensé, c'est-à-dire quels étaient leurs objectifs. Qu'est-ce que ça voulait dire pour eux? Quelle était la destination de ces camps? Ou en tout cas, la destination qu'ils se donnaient comme justification morale de leur existence, puisque c'était pour créer un homme nouveau, un homme nettoyé de tout le reste, alors qu'en vrai, il y avait surtout une grande vertu économique d'avoir une main-d'œuvre pas chère, et comme tout le monde pouvait être déclaré traître juste pour avoir posé un chiffon sur un buste de Lénine, c'était Goulag 5 ans, on pouvait avoir une main-d'œuvre pour les grands travaux, on pouvait tuer sans trop se poser de questions, puisque c'était des traites, tout traite mérite donc de mourir. Et encore plus, pour eux, c'était plus intéressant qu'ils meurent au service de ce monde qu'ils n'ont pas voulu. Il y avait une sorte de vice aussi dans cette construction-là. Donc ouais, c'est pour ça que je suis plutôt allé sur cet archipel. Ouais, surtout que dans cet archipel, à la base, il y a un monastère du 15e siècle. C'est pas du tout au départ un Non, camp de travail. C'est ça qui est non. dingue. C'est qu'on on connaît surtout le monastère. Et après, d'ailleurs, ça donne envie d'aller voir le monastère parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que. Il paraît que c'est magnifique. Hein. Moi, Ah, il paraît que c'est sublime. Je devais y aller parce que je devais partir en Russie pour voir un certain nombre de lieux. Mais comme je te l'ai dit, j'étais au chapitre, je crois, 4 de la partie 1 et la guerre en Ukraine, Tu c'est es déjà allé en Russie ou pas? Ou pas du jamais, tout? Moi, jamais, à mon grand regret. moi, je suis allée à Saint-Pétersbourg et quand je suis revenue, j'ai mis un mois pour en parler. Tellement ça m'a. Alors que c'était dans les années 2000, hein, quand même. Hein. Ouais. D'arriver dans un aéroport à des kalachnikovs, des gens qui ne parlent pas la langue, plein de choses. Ouais, j'ai eu du mal. Moi, je rêve de la perspective Nevsky que je n'ai jamais vue. Je veux absolument la voir. Ce que je trouve aussi intéressant dans Alexei et Ivan, c'est leur ambivalence. Parce qu'à un moment donné, ils se détestent. Se mentir. Ils se détestent. Ah Sauf oui. que, quand même, ils sont frères. Donc, il y a aussi, tu nous emmènes dans des. On se dit, oh là là, mais quand même, il va faire ça à son frère, il va pas le faire. Tu jettes un peu le trouble sur certaines choses. Ça aussi, c'est pas bien de s'amuser avec le lecteur, je trouve. Oh, écoute, je crois que, enfin, moi, je suis, comme chacun sait, j'ai un nombre de vertus extraordinairement limité. Notamment, je suis fils unique, donc j'ai pas eu la joie de connaître toutes ces rivalités fraternelles que l'on peut avoir. Mais j'ai pu observer autour de moi que frères, sœurs, sœurs, il y a énormément d'amour, mais aussi ça frite. Hein. C'est un peu comme deux chats hein, ou deux chiens. Donc, tu vois, donc ça me semble cohérent qu'ils passent de l'amour à la haine. Et puis après, ils font des choix dans cette histoire-là qui les engagent très fortement. Ils commettent des actes aussi qui peuvent être considérés comme impardonnables. Ça, il faut pas dire quoi, mais Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est Ivan, je crois que c'est à la page 95, il dit la mort ou la liberté, en fait. C'est ça, il y a ça aussi, cette thématique-là, la liberté, la mort, qu'est-ce qu'on fait? On y va, on n'y va pas? ouais, Ça, ouais, et c'est puis le fil rouge du livre, en fait. ouais, et puis cette phrase-là, elle vient des Jacobins, la liberté ou la mort. Ça vient de Robespierre. Et la terreur léniniste qu'il y a pendant la guerre civile, avec les tribunaux d'exception, est directement inspirée de la terreur robespierriste. Lénine s'en est revendiqué clairement, il le dit clairement. La Révolution française, que elle, je connais bien pour le coup, est la matrice de la révolution russe.
C'est pour ça, je pense aussi qu'il y a une logique dans mon cheminement, puisque je suis 18e et spécialiste de cette Oui, période de Révolution française, un peu avec ça. d'aller nécessairement un jour ou l'autre dans la révolution sœur ou fille, qu'est la grande révolution russe. Moi, j'aimerais bien qu'on entende ta voix. Est-ce que tu pourrais nous lire un petit passage? Alors, celui que tu veux, hein, tout au hasard. J'aimerais bien que ceux qui nous écoutent entendent ta langue. Et en plus, lu par l'auteur, c'est encore mieux. Alors, c'est un passage, voilà, un passage difficile, pas forcément très tendre, où Alexeï est en pleine guerre civile, il est dans les rangs des armées blanches qui combattent donc les armées rouges. Et après avoir pris un village, ces moments-là sont souvent donnent cours à des grands déchaînements de ce que la guerre peut faire et qui ne sont pas sans évoquer des choses que l'on peut voir aujourd'hui. Alexeï porta le goulot à ses lèvres et but une grande rasade de vodka. Manquant de trébucher, il se ressaisit et se figea avec un air éberlué. Il fronça les sourcils et plissa les yeux pour mieux voir avant de s'avancer lentement. Face à lui se dressait une étonnante statue humaine. Deux soldats s'étaient mutuellement embrochés avec leurs sabres et se tenaient encore debout, emmêlés l'un à l'autre. L'un avait eu les oreilles arrachées par les dents de son adversaire, tandis que l'autre avait eu le nez dévoré par son ennemi. Alexeï tourna autour d'eux et les examina avec minutie, essayant de reconstruire dans son esprit le combat qui les avait opposés et la manière dont ils avaient réussi à se mutiler tout en se passant par le fer. L'énigme lui paraissait aussi passionnante qu'insoluble. S'était-il livré à cet étrange cannibalisme avant ou après s'être réciproquement empalé? En son fort intérieur, Alexis penchait pour la seconde solution, une dévoration forcenée au seuil du trépas, une lutte à mort jusqu'au dernier souffle. Il empâte une gorgée de vodka qu'il recracha sur cette sculpture de chair putride en éclatant d'un rire frénétique digne d'un accès de démence. Il adressa des grimaces d'enfant à ses deux macabées sur pied, les poussa d'un coup de botte pour les faire tomber, glissa sur la terre boueuse et s'affala avec eux sans lâcher sa précieuse bouteille. Il rit de plus belle. Il ne comptait plus le nombre de rouges qu'il avait tués depuis plus d'une année. La première fois qu'il était monté à l'assaut, le commandant de sa section avait harangué ses hommes d'une façon qui ne laissait planer aucune ambiguïté sur l'objectif à atteindre. Soyez impitoyables! Nous ne pouvons pas faire de prisonniers, alors exterminez toute cette vermine bolchevique. Lorsqu'il avait vu ses balles exploser le crâne d'un militaire de l'armée rouge et senti son sabre transpercer le corps d'un russe de l'autre camp, il avait éprouvé une sensation fugitive et désagréable de nausée sur laquelle l'enfer des affrontements ne lui avait pas laissé le temps de s'arrêter ou de s'apitoyer. Rester vivant signifiait tuer. Bataille après bataille, l'âme scarifiée par l'assassinat, une soif inextinguible de sang avait gagné ses entrailles. Il était toujours le premier à s'élancer, massacrant à tour de bras et de douille le moindre uniforme communiste avec une rage et une férocité barbare digne d'une bête traquée. Très vite surnommé l'exterminateur, il avait gravi les échelons de son armée sans pour autant renoncer à se battre en première ligne. Voulez-vous que je poursuive ou... Non, c'est bon, tout est dit là. On a bien, on voit bien ton écriture. Avant que j'oublie, parce que j'ai dans la tête, j'ai une question précise à te poser. Le matricule d'Alexei, il existe vraiment? C'est un matricule qui a appartenu à quelqu'un ou c'est une invention pure? C'est une invention pure et je voulais absolument qu'il ait un nombre premier, parce que j'ai une fascination pour les nombres premiers en maths. Ouais, D'accord. c'est vrai, il y a eu, il y a justement 15 ans, un excellent livre publié aux éditions Héloïse d'Ormesson, qui s'appelle La Symphonie des nombres premiers, écrit par un mathématicien israélien, qui raconte toute l'histoire de la quête de ces nombres premiers, parce que les nombres premiers ont ceci de fascinant, tu sais, ce que les mathématiciens cherchent depuis 2000 ans, c'est quand est-ce que le prochain nombre premier sort sur l'axe des nombres entiers naturels. C'est l'ensemble n, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on n'arrive jamais à le prévoir. Et tout ce qu'on sait, c'est que plus on avance dans l'infinité des nombres, plus les nombres sont éloignés. Et il y avait eu par ailleurs un premier roman d'un auteur italien sublime, pareil, il y a une quinzaine d'années, qui s'appelait La solitude des nombres premiers. Je ne sais pas si vous vous Ah oui, souvenez, ça me parle. Ça me parle, oui. où lui part de ce fameux concept où il y a des nombres premiers dits amoureux, c'est-à-dire qu'ils ne sont séparés que par un nombre. Par exemple, 11 et 13 ne sont séparés que par 12. 29 et 31 ne sont séparés que par 30, etc., etc. 39, 41, pareil. Et en fait, plus on avance sur l'axe des nombres, plus ces nombres premiers amoureux, leur fréquence diminue. Et c'était tout l'argument du livre entre un homme et une femme, de voir comment ils s'étaient ratés, et que plus le temps avançait, comme l'axe des nombres avance,
plus leur relation se distendait. Voilà, donc j'ai Parce que pris donc, ça aurait pu être un matricule qui existe. Je me suis posé la question, je dis, tiens, il faudrait que je lui demande à l'occasion. Donc, voilà. peut-être qu'il a existé, ça, je n'en sais rien. Alors, avec une fresque pareille, un truc monumental, comment on décide que le livre est terminé? Ah, parce que les personnages, quand on leur fait traverser, ils arrivent, ils ont 90 ans à la fin. Oui. Alex, il Ouais. a 89 ou 90 ans. Déjà, le fait d'avoir traversé tout ce siècle, avec tous les combats qu'il a pu mener, tout ce qui lui est arrivé, c'est presque un miracle qu'il soit encore en vie. Donc, et puis, je m'étais fixé pour borne la chute du mur de Berlin, puisque c'est le moment où on pense que la guerre froide est définitivement finie, que l'Occident a définitivement gagné, que l'idéologie capitaliste et libérale a définitivement gagné aussi. Et donc, c'est normalement ce qu'on a cru à un moment, ce qu'on pourrait appeler la fin de l'histoire. On imaginait que c'était enfin la fin de cette fameuse histoire, qu'on arrivait à ce que Hegel appelait la fin de l'histoire. Un seul truc allait se répandre sur le monde entier. Et puis finalement, ensuite, 10 ans plus tard, arrive 2001, les tours jumelles et une nouvelle forme de guerre rentre en ligne de compte. Une nouvelle idéologie aussi vient affronter l'idéologie occidentale et la dialectique historique s'est remise en marche depuis ce sinistre 2001. Je voudrais te poser une question que Sergueï, qui est le fils d'Ivan, pose à Mhm. son père. On va voir si tu es capable d'y répondre. C'est à la page 437 pour être précis. Il lui demande, Je veux peut-on bien. avoir des souvenirs sans vivre les moments qui les constituent? Ah, et je sais Ça peut pourquoi. être une question du bac, ça? Un peu. Euh, je pense que non. Je pense que non. On peut rêver quelque chose que l'on n'a pas vécu, mais on n'en aura jamais le souvenir imprimé. On n'en aura jamais le souvenir exact de la sensation brute. On n'aura jamais le souvenir du froid tel qu'il était, ou de comment est-ce que la neige était ce jour-là, ou du goût que le vin avait, ou, de, ou du goût que les lèvres de la personne que l'on a embrassée à ce moment-là était. On peut fantasmer le goût que ces lèvres ont, mais on ne peut pas avoir le souvenir. On a une vraie mémoire sensorielle. Et ça, ouais. Enfin, en tous les cas, on ne peut pas avoir de souvenirs que l'on n'a pas vécu avec quelqu'un si on n'a rien vécu avec cette personne. Elle est intéressante cette question parce qu'en fait, ça pourrait résumer aussi tout ce que tu as écrit dans le livre. C'est-à-dire. Ben, les souvenirs, toi, tu n'as pas vécu ce que Alexei et Ivan Ah, ont vécu. Tu n'as pas vécu, à mais part si, la chute du mur de Berlin et tout ce qui se passe un peu avant en Roumanie aussi, tu n'as pas vécu tout ça. mais Donc, si. Alors, non, non, et là, c'est là où je suis en désaccord avec toi. En vrai, ah, je l'ai totalement vécu, puisque je oui, l'ai je l'ai écrit avec eux, donc j'ai suivi leur vie, je les ai accompagnés. Et certes, mais en vrai, en plus, à chaque moment, je crois, hein, les écrivains vont puiser dans ce qu'ils ont vécu, eux, dans des souvenirs similaires ou des situations approchantes pour nourrir émotionnellement ce que les personnages vivent. Donc, en fait, on détourne des souvenirs à nous et on parle énormément de soi à travers d'autres que nous. C'est peut-être le seul point, puisque le titre est une fausse évocation stendhalienne, mais comme on le sait, on parle beaucoup en critique littéraire d'égotisme stendhalien, c'est-à-dire qu'on dit très bien que Stendhal vit toutes les potentialités du jeu autofictif, à travers, à travers le il de tous ces personnages. Et c'est peut-être en ce sens-là que c'est une œuvre qui se fait référence à Stendhal, parce que moi j'ai pu vivre plein de choses qui me concernent moi et parler énormément de choses qui me concernent moi à travers des personnages qui ne sont pas moi. intéressant. Tu parlais de trucs sensoriels. Ton écriture, là, je trouve que au début du livre, il y a une scène où il y a Nadia qui tombe dans l'eau. Et je trouve que la façon dont tu décris cette scène, nous, lecteurs, on a l'impression de tomber aussi avec elle dans l'eau. On a l'impression d'avoir froid. On a l'impression d'entendre des sons. Tout ton roman, en fait, il est sensible. Je sais pas comment, est-ce qu'on pourrait dire qu'il est sensitif? Je sais pas si c'est le terme exact. Mais Tout, je trouve qu'on n'avait pas ça avant, sauf dans Jim, parce que c'était musical, donc forcément il y avait des ouais. choses qu'on entendait. Mais là, je trouve que particulièrement dans les descriptions, c'est de plus en plus précis, et on a surtout ça, on a l'impression d'y être. D'être nous, Natalia, qui tombe complètement, ou d'être le prolongement d'Alexei quand il va, j'allais dire sur les barricades, je veux rien spolier, donc je dis n'importe quoi, mais voilà, on a l'impression d'endosser les costumes. La Bah, peau, pas la c'est- peau. Voilà, le costume, c'est la peau.
Ouais, c'est la peau. Bah, c'est sans doute parce que précisément l'âme russe est fondamentalement charnelle. Et c'est intéressant de parler d'une âme qui soit charnelle. C'est-à-dire, ils sont dans cet écart absolu entre quelque chose d'extraordinairement charnel et d'extraordinairement mystique. Et ils sont tout le temps en tension entre le corps tel qu'il est, tout ce que le corps peut ressentir, et tout ce que les idées amènent aussi, en termes de rêve, en termes de perspective, en termes d'élévation ou même d'horreur. Donc, c'est peut-être parce que ces personnages sont russes et que les Russes sont extraordinairement charnels que l'écriture le devient. Peut-être. Voilà, on parle de Charnel et Frédéric de Guelt arrive. C'est pas merveilleux. Quel pont extraordinaire. Eh bien, je vais rester dans le charnel. Je voudrais savoir combien de litres de vodka tu as bu pour écrire ce livre. C'est la question Étrangement, que Nathalie n'a pas posée. Non, par contre, Harold, il m'a appris un truc qui est dans le livre, qui est à la page 34, pour être précis. C'est le voshki. Et le voshki, c'est le mélange entre la vodka, le schnapps et le whisky. Et j'ai très envie d'essayer. Ah ben, rien que pour ça, il faut lire la page 34. j'espère que si on commence, on arrive au moins jusqu'à la page 34. Ce serait ça. Sinon, je peux commencer Ah ben, à... si vous arrivez à la page 34, vous ne pourrez pas arrêter. Non, c'est Non, vrai. c'est pas possible. Ou alors vous arrêtez à la page 2, parce que vous n'aimez pas les livres Alors, c'est que historiques. vous êtes mort avant. Oui, c'est Alors, ça. écoute, pour être tout à fait honnête, je n'ai pas bu une seule fois de la vodka quand j'écrivais ce livre-là. Désolée. En revanche, j'ai bu des litres et des litres d'eau. Ça, c'est vrai. Et puis, je bois plus vraiment d'alcool fort, mais j'ai bu beaucoup de... Enfin, quand je sortais dîner, plutôt du vin rouge et du vin blanc. Et en fait, le rouge et le blanc, à ce moment-là, c'était en fonction de si je décidais d'une soirée façon Ival ou d'une soirée façon... Ah, d'où le titre, ok. Alors, Autre Ouais, c'est version. c'est notre côté bordelais et du sud-ouest, Frédéric, aussi, le rouge C'est et ça. le blanc. Parce que nous, ce n'est jamais le rouge ou le blanc, c'est les deux. oui, Ah oui, 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 bien sûr. C'est la dans tous les version sens. Foresti. Moi, je ne suis pas pompette, je suis direct bourrée. Alors, Vanessa, elle dit, à chaque roman d'Harold, on part à la découverte d'un thème différent, mais quel qu'il soit, on est entraîné dans ses filets et on n'en sort pas indemne. Un grand merci pour ce magnifique roman. C'est pas vraiment une question, mais ça aurait été dommage de ne pas rebalancer cette info. Merci. Merci, c'est gentil. Euh, et Claude nous demande, alors, qu'avez-vous éprouvé lorsque vous avez terminé le roman? Ah, mais écoute, d'abord, il y a 3 passages dans ce livre-là, et je vais essayer de faire que ça n'arrive pas juste le fait que j'y pense ou je pleure. J'ai pleuré lorsque je les ai écrits, et lorsque je les relis, je pleure, enfin, tu vois, ça me monte. Et la fin me laisse toujours en pleurs. Mm. J'ai eu un sentiment, enfin, c'était très particulier. Je, je, je pleurais pour ce que Alexei vivait à ce moment-là, qui est une joie triste ou une tristesse joyeuse. C'est un sentiment extraordinairement mêlé qu'il a à ce moment-là, à la fin d'une vie, euh, après avoir traversé tout ce qu'ils ont traversé, où il revient à un point qui est très très précis et très très important dans sa propre histoire. J'avais aussi un soulagement extrême parce que j'ai cru plusieurs fois pendant l'écriture du livre que je ne réussirais pas à aller au bout. J'ai eu une certaine fierté. J'étais heureux d'avoir terminé. Et après, en revanche, j'ai eu ce moment terrible où je me suis dit, bon, maintenant, le vrai travail commence. Mm. C'est-à-dire, j'avais enfin dégrossi un monstre. C'est un peu, tu sais, comme tu as un bloc de pierre ou un immense buisson, et il faut que tu tailles déjà une forme dedans, une forme approximative. Mais tu ne sais pas si tu vas réussir déjà à faire un cercle qui soit bien, et après tu rentres dans le détail, les finitions. Mais j'ai cru plusieurs fois que je n'arriverais pas à aller jusque-là. Donc j'ai eu un soulagement et après un baby blues terrible. Mais terrible. Je pense que c'est le plus gros baby blues que j'ai eu sur un livre. Ce que dit le petit enfant au sculpteur, comment tu savais qu'il y avait un cheval dedans? Pouvez-vous nous parler de vos personnages secondaires aussi beaux et intenses que vos personnages principaux? Vivent-ils avec vous autant que Alexei, Yvan et Natalia? Ah oui, oui, ils vivent tous avec moi, c'est-à-dire James, Andrea, James qui est l'ami anglais de Alexei, Andrea qui est son ami allemand. Oleg, il vit pas trop avec moi parce qu'Oleg
Oleg est une ordure, mais on a toujours besoin d'ordures dans les livres ou dans les films ou dans les histoires. Il faut Dans la vie aussi, ils servent toujours à quelque ouais, chose, les ordures. il faut des méchants qu'on aime détester. Mais ouais, ils vivent tous avec moi. Churchill vit toujours avec moi. J'ai une grande affection pour eux. Et il y en a un, d'ailleurs, euh, sans la femme avec qui je vis, parce que quand j'écrivais le livre, elle voulait lire partie par partie, et pour elle, c'était comme une saison d'une série Netflix ou autre. Et là, on pouvait plus lui parler. Et un jour, elle avait travaillé pour son travail pendant toute une nuit. Elle avait fait une grande nuit blanche. Et moi, je sais pas pourquoi, j'ai fait une grande insomnie. Et j'ai fait une grande nuit blanche aussi, où j'ai terminé la partie 4. Et à la fin de cette partie, je tuais un, un personnage important. Et là, elle vient me voir après, elle me dit, mais c'est n'importe quoi. Elle me dit, elle me dit que ça va pas bien, c'est parce que tu n'avais pas dormi que tu as fait ça. Elle me dit, d'abord, c'est pas crédible. C'est pas crédible, tu peux pas. Elle me dit, et puis tu peux pas. Alors moi, je fais, mais si, je peux. Pendant 2 jours, je fais l'enfant contrarié, je fais gna gna gna. Et puis après, je me dis, ah, mais finalement, elle a quand même raison. Donc je me dis, effectivement, c'est pas crédible. Donc je fais quelque chose de plus crédible, mais je me dis, je vais laisser au moins à la fin de cette partie-là le lecteur ne pas savoir s'il est en vie encore ou pas. Ce sera déjà quelque chose. Et en vrai, il a une importance tellement fondamentale dans la suite du livre. Son rôle, et lui-même en tant qu'être humain, prend une ampleur qui est tellement belle que je suis tellement heureux qu'il soit resté en vie jusqu'à la fin finalement. C'est un des charmes de ce métier, c'est qu'on peut à la fois tuer quelqu'un et décider que ce non, il ne sera pas mort. Non, on peut le ressusciter sur 2 jours. C'est ça, C'est assez rigolo. exactement. Est-ce que c'est le premier livre que tu écrivais dans lequel, euh, finalement, et c'est le baby blues qui me fait penser à ça, tu vas du début ou de la jeunesse à presque la mort de personnage? C'est Où tout d'un possible. coup, tu traverses une vie Ouais, et oui, euh, je crois sûrement. que quand tu fais ça, moi, c'est quelque chose qui me fait très peur. La saga me fait très peur parce que tout d'un coup, on fait mourir des gens, on s'occupe de leurs enfants et leurs petits-enfants. Et je trouve ça vertigineux de traverser 3 générations comme ça, alors que toi, tu es dans ta petite vie et tu as traversé 2 ans C'est vrai. ou Ouais, 3. ça n'est pas impossible que ce soit lié au fait que tu traverses toute une vie et que c'est d'ailleurs quelque chose qui est impossible à faire, nous, en tant qu'être vivant. On ne peut pas accompagner un enfant de la naissance à sa mort. On ne peut pas accompagner notre propre enfant de la naissance à sa mort. C'est quelque Si, chose mais ça veut dire qu'il meurt jeune et c'est pas souhaitable à personne. horrible. Enfin, dans la logique naturelle de la vie, si tout se passe bien, ça n'existe pas. Ouais. Et en revanche, là, tu peux le faire. Tu Mm. peux accompagner les êtres de papier et d'encre que tu as créés jusqu'au bout de leur propre vie. Mais c'est très émouvant de traverser toute une vie, de, enfin, la vie d'un personnage ou de deux, trois personnages comme ça. Je trouve ça très, très beau, moi. Ça m'a beaucoup ému et ça m'a fait toucher du doigt ce que vieillir veut dire aussi. Mm. Puisque moi, j'arrive à 50 ans cette année. Et maintenant, je sais qu'il me reste moins à vivre que ce que j'ai déjà vécu, ce qui est une interrogation très, très étrange quand on commence à y Mm. penser. Et en même temps, extraordinairement enthousiasmante parce qu'on se dit, qu'est-ce que je vais faire de bien du temps qu'il me reste? C'est Oui, ça. il y a un moment où le temps qui passe, c'est le temps qui reste. C'est ce qu'on dit Ouais. c'est ce que dit Daniel Thompson dans Fauteuil, Hmm. euh, dans ce film avec J'adore. Brasseur. Oui, alors si tu suis Foresti, 50 ans, c'est l'adolescence avec une carte bleue, mais bon. Ouais, mais le corps commence déjà à avoir des pètes. Ah ouais, à ce point-là. Bah ouais, Bon, bah, on t'envoie un mais réparateur gentiment, hein, demain. gentiment. Gentiment, mais ça va. Ouais. C'est en même temps l'autre côté. Est-ce que tu as l'impression que tu fais des progrès de livre en livre? Alors Qu'il y ça, a des choses que tu gagnes? ça, j'en sais rien. Vraiment, je sais pas. Est-ce que tu Vraiment. as, je sais pas, des temps de correction moins longs ou tu sens que le Non, métier rentre ou non, moins de doutes? je corrige toujours beaucoup. Peut-être qu'avec le temps, je suis plus exigeant. Ça, ouais. Ouais, et je sens très vite, en revanche, ça c'est l'avantage de l'âge et de la pratique,
Je sens très vite, quand je suis en train d'écrire, qu'à un moment, je rentre dans ma zone de confort, que je fais ce que je sais faire et que donc ça devient dangereux et mauvais. Mm. Ça, je le sens plus vite, ça. Ça. Ouais. Peut-être que je gagne par conséquent en efficacité dans mon travail. Après, en ce qui concerne la qualité, ça, j'ai du mal à. Enfin, je ne pourrais pas en être juge, si tu vois, si tu veux. Mm. En tout cas, je ne sais pas si je vais être curieuse de l'offrir à des amis russes. La façon dont tu parles des Russes est très juste, mais elle est très juste de mon point de vue qui ne suis pas une Russe. Donc, je vais l'offrir à des amis russes pour savoir. Ah, Mais je serais tu ravi dis de. la même chose qu'eux, en fait, C'est vrai. que quand ils me parlent des Russes. Donc, je trouve ça assez proche, en fait. Oh, bah, Euh, écoute, toutes mes lectures de Dostoïevski et tous les autres doivent m'imprégner quand même quelque part. dans la traduction de Markovitch, Je les ai lus plus jeunes, non pas dans la traduction de Markovitch parce qu'elle n'existait pas, mais je les ai relus oui. ensuite tous dans la traduction de Markovitch. Ah, oui, Où il y ça a, change. ouais, où il y a toute l'oralité presque célinienne, enfin pré-célinienne d'ailleurs, que Dostoïevski avait et que la très belle traduction de chez Folio n'avait pas. Oui, oui. Parce que je crois que c'est une traduction d'ailleurs, celle qui est chez Folio, qui date de l'époque de Gide, mais je voudrais pas dire de Oui, bêtises. c'est une traduction ancienne dans laquelle il n'y avait pas, selon Markovitch, et selon Nina Berberova aussi, cette hystérie russe que Ouais, ouais, contient ouais. la Alors que langue. chez Markovitch, ça y est vraiment, l'hystérie russe, hein. Ouais, Ouais. c'est ça. Et puis on sent un travail sur la langue et sur l'oralité qui n'est pas présent puisque il l'avait traduit en beau français, si on peut dire, tu vois. Mm. Alors, Loulou a rajouté, je trouve que votre roman est très contemporain, bien qu'historique. Il reflète notre société contemporaine. Qu'en pensez-vous? Bah, moi, je trouve que, enfin, il y a une phrase de Marx qui est en exergue à la toute fin, qui résume à peu près tout, qui dit: Celui qui ignore l'histoire est condamné à la revivre. Et il y a plein de choses que l'on vit aujourd'hui. Enfin, je vais prendre deux exemples en essayant d'être le plus synthétique possible. Félix Dzerzhinsky qui crée la Tchéka, qui est la police politique soviétique, qui ensuite deviendra le KGB et qui aujourd'hui s'appelle le FSB. C'est lui qui crée cela. Poutine est un ancien agent du KGB. En 90, quand Yeltsin prend le pouvoir à la place de Gorbatchev, on enlève la statue de Félix Dzerzhinsky qui était place de la Loubianka, donc le siège du KGB. Il y a quelques années, Poutine a remis la statue de Félix Dzerzhinsky et aucun commentateur occidental n'en a parlé. Ça veut dire quelque chose quand on fait cela. Mm. Ça veut dire quelque chose. Ça, ça traduit un projet. Et j'étais tombé sur un documentaire fabuleux où on voyait Poutine, il y a 3 4 ans, je crois, qui allait à l'anniversaire du FSB et qui a eu cette phrase qui illustre très bien le fait qu'il ait remis cette statue. Il avait dit, autrefois, l'URSS était un État doté de services secrets. Enfin, aujourd'hui, nous sommes des services secrets dotés d'un État. Ça veut tout dire. Mm. Et je pense que ça permettrait de Ouais. mieux comprendre comment ces choses-là fonctionnent. Autre chose que j'ai découverte, parce qu'en vrai, quand on te l'enseigne en terminale, d'abord, soit tu l'oublies, soit c'est mal enseigné, soit tu es feignant et tu n'approfondis pas, c'est pourquoi le mur de Berlin est construit. Ah, ça c'est une vaste question. Parce qu'en vrai, pendant les premières années, de 45 à 61, il y a des zones, mais on passe assez facilement d'est en ouest. Et Berlin devient progressivement une vraie passoire où même des gens de toutes les républiques satellites soviétiques peuvent venir et sur un trajet souterrain en métro, ils changent de monde et ils se barrent. Il y a une sorte d'hémorragie qui est en train de se créer. Et surtout, donc, la question a longtemps opposé et créé plein de tensions entre Eisenhower, Khrouchtchev. Ça a créé tout un tas de choses terribles. Mais surtout, à un moment, les Américains se sont dit, Berlin, quand même, c'est bien parce qu'on est juste aux portes de l'Union soviétique. Ce qui serait super, c'est que l'Allemagne puisse avoir une armée. Mais le problème, c'est que tout le monde avait dit, là, attends, deux guerres, 14-45, l'Allemagne démilitarisée à vie. Et ils se sont dit, ah, on a une ruse. On va intégrer l'Allemagne dans l'OTAN. Et l'intégration de l'armée, ce qui permet d'avoir des troupes américaines
sur le territoire allemand, donc aux portes, à la frontière de l'Union soviétique, fait déjanter Khrouchtchev et il ferme Berlin. Je ne sais pas si ça rappelle quelque chose à certaines personnes d'une manière très, très, très récente. Dès que l'OTAN s'agite trop près de la frontière soviétique, il se passe des catastrophes. Parce que j'ai Ce quand qui, même... Oui, vas-y. ce qui ne légitime pas le fait que Vladimir Poutine a violé le droit international en envahissant l'Ukraine, mais les Américains ont quand même agité le chiffon rouge pour que le taureau y aille aussi. Donc c'est une situation aussi, le fait de revoir toute cette histoire-là montre que notre présent n'est pas binaire. Il faut le revoir dans la perspective historique et il faut se garder de voir le monde en noir et blanc, en gentil, en méchant, en good. C'est hyper complexe en vrai et ça demande et ça exige de la nuance. Ce que je voulais juste rajouter, moi, par rapport à ton livre, Harold, quand même, c'était la puissance romanesque. Et puisqu'on est dans la littérature et le romanesque, je voudrais que tu nous fasses un conseil de lecture. Ah, il faut absolument lire Dostoïevski, L'Idiot. Il faut absolument lire Dostoïevski, Les Frères Karamazov. Et pourquoi pas les deux livres que je vous ai cités qui n'ont rien à voir. La solitude des nombres premiers, Mm. de ce jeune auteur à l'époque, c'était son premier roman, je crois que ça a été un best-seller mondial. Jeune auteur à l'époque italien. Et pour ceux qui aiment les mathématiques et l'histoire des mathématiques racontée comme un roman autour des nombres premiers, la symphonie des nombres premiers qui était publiée chez Héloïse d'Ormesson par un mathématicien israélien, c'est absolument hypnotique, passionnant, ça se dévore comme un roman et vous allez apprendre plein de choses sur les maths et d'une manière simple en plus. N'ayez pas peur parce que ce sont des maths. Les maths, en vrai, c'est beaucoup plus amusant qu'on ne le croit. Et n'ayez pas peur parce que c'est de l'histoire. Et moi, c'est mon conseil de lecture, c'est Le Rouge et le Blanc d'Harold Covert. Donc, je remettrai toutes les références que tu viens de donner. Donc, lisez-le, n'ayez pas peur parce que franchement, quand on rentre dedans, et puis ce qui est intéressant aussi, c'est de le relire parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues à la première lecture qu'on peut aussi voir à la seconde. Avant de te laisser le mot de la fin, on se retrouve nous mercredi prochain. On va plonger dans un polar avec Sacha Perrine, avec son premier roman policier qui s'appelle Entendre nos fantômes, qui est sorti aux Le titre est éditions magnifique, hein. La Le Ouais. titre est magnifique. Entendre nos fantômes, c'est très beau. Donc, je donne une minute de conclusion, Harold. Allez en librairie acheter le rouge et le blanc. Ah, une minute de conclusion, c'est difficile. Euh, Écoutez, ouais, n'ayez pas peur parce que le livre est gros, n'ayez pas peur parce que ce serait soi-disant un roman historique. Chez moi, en tous les cas, l'histoire n'est toujours qu'un décor qui permet de parler d'histoire humaine, profondément humaine. C'est vraiment l'histoire traversée à hauteur d'homme, avec les sentiments qu'eux peuvent vivre et que nous aurions pu vivre si nous avions traversé à leur place cette même histoire. Et en vrai, c'est pour ça que l'histoire, elle est toujours contemporaine, parce que ce sont les hommes qui font l'histoire, et ils font toujours l'histoire avec de la passion, avec de la colère, avec de l'amour, avec des sentiments extrêmes, avec des échecs, avec des grandes réussites. Bref, comme nous vivons notre propre vie. Un grand merci. Allez en librairie et à bientôt, Harold. C'était un plaisir de te Le recevoir. plaisir était pour moi.